rebonjour pour ceux qui étaient là déjà depuis ce matin. Je me présente une nouvelle fois, je suis Michel Picot, je suis journaliste notamment sur BFM Business. On va faire un petit rendez-vous d'une petite heure, on va parler pendant trois quarts d'heure. Et après, on prendra des questions si vous êtes d'accord, peut-être un petit peu moins. L'objectif, comme on le dit depuis ce matin, et je pense dans les autres ateliers c'est un peu la même chose, c'est que vous partiez avec des idées précises, les choses qu'elles soient claires, nettes, et que vous partiez pourquoi pas avec des envies nouvelles pour développer votre business. Et là, on va aller quand même à la base, puisqu'on va s'interroger sur le mode marketing. Qu'est-ce que c'est? Comment le mettre en place? Quel impact sur votre organisation, sur vos équipes? Quels outils digitaux, même si ce n'est pas le plus important, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, mais qu'est-ce qu'on y met dedans? C'est quand même ce qui nous intéresse le plus. Et combien de temps avant d'avoir les premiers résultats? Juste un petit sondage main levée rapidement. Qui s'est lancé dans une stratégie inbound de marketing? Juste qu'on ait une petite idée. D'accord. Non, mais c'est intéressant, ça nous permet de voir par quoi on va commencer et essayer de ne pas oublier une seule étape dans l'explication. Et si vous êtes là, ça nous fait plaisir. Ça veut dire que déjà, ça vous intéresse et ça vous interpelle. Nos invités, Stéphane Truffin, bonjour. Avec un micro, c'est mieux. Enchanté, bonjour tout le monde. CEO Captain Marketing, peut-être un mot de présentation de l'entreprise pour commencer rapidement? Oui, tout simplement, en fait, je suis solo, je suis consultant en marketing digital, donc je me considère comme un pur player du marketing digital, puisque j'ai commencé en 95, Ah oui. c'était au Canada. J'ai vu l'émergence d'Internet, je suis rentré en France 2 ans après, et puis là, je me suis dit, waouh, le retard français. Donc ça veut dire qu'on a de belles marges de progression, c'est ça? je pense toujours, oui. Ouais. Ouais. Je vais vous poser une question, mais je vais la poser aux autres invités. Sur une définition, selon vous, de l'inbound marketing. Aïe, aïe, ça y est, ouais. Là, je vous la poserai, ne vous inquiétez pas. En fait, pour moi, alors la définition, enfin, c'est trois éléments. Le premier, c'est quelle valeur finalement on souhaite apporter à son marché. Donc là, on va parler de positionnement et je pense que Gabriel pourra nous en dire quelques mots. On va parler bien évidemment de nos cibles, qu'est-ce qu'elles attendent justement comme valeur et qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour les intéresser. Donc ça, c'est vraiment le fondement de l'inbound marketing. Ensuite, c'est une méthodologie. Donc là, c'est une méthodologie qui est très actionnable parce que très simple. C'est 4 étapes. Donc attirer du trafic, on va créer de l'audience, exactement comme un média, mais on n'est pas un média, donc il ne faut pas s'arrêter là. De ce trafic-là, on va tenter de générer des leads. Et puis des leads, tenter de les convertir en clients. Et enfin, les clients, il va falloir les enchanter. Et donc, c'est effectivement l'étape de la méthodologie, la dernière étape d'enchantement de la relation client. Et enfin, ce sont des outils. Donc, on voit qu'à chacune des étapes, je pense qu'on y reviendra, à chacune des étapes, il y a des outils qui vont être plus ou moins adaptés. Donc, par exemple, on va créer de l'audience. L'outil content marketing et SEO, par exemple, sont plutôt optimum pour cette phase. Donc on va voir les différentes étapes tout à l'heure, puisque beaucoup s'interrogent aujourd'hui, se demandent comment s'y prendre. Ça vient d'où d'ailleurs? Ça vient des États-Unis, du Canada, cette Alors, stratégie? des États-Unis. Des États-Unis, ouais. Ouais, donc c'était 2006, je crois. HubSpot, qui a dû très certainement s'appuyer sur les travaux de Seth Godin, qui a parlé, qui a été un des premiers à introduire la notion de permission marketing. Donc en fait, Godin nous a dit, mais arrêtez finalement d'être dans une relation très infantilisante avec vos clients. Faites des choses qui les intéressent, qui vont les interpeller, qui vont les fidéliser. Et il en a extrait cette notion d'opt-in. Donc finalement, c'est le client qui va accepter que l'entreprise prenne la parole auprès d'eux. Alors on va parler des bénéfices dans un instant, mais je vais donner la parole à Gabriel Zapiro qui est à côté de moi, qui est le président de Studio Butterfly. D'abord peut-être un petit mot sur Studio Butterfly. Après je vous poserai la question sur qui est l'inbound marketing. Donc bonjour à tous. Effectivement, donc je dirige Studio Butterfly, mais il faut toujours vivre ses passions. Donc j'ai deux passions, l'inbound marketing, puisque j'ai écrit des bouquins là-dessus, et puis j'ai une deuxième passion, le théâtre. Donc ceux qui auraient envie un jour de voir mes pièces de théâtre, il y en a une qui se joue en ce moment à Paris, qui s'appelle Top ou Bottom, et voilà, et donc que j'ai écrite. Mais aujourd'hui je suis là pour l'inbound marketing. Alors c'est quoi pour vous? Alors pour moi c'est deux définitions très simples. La première c'est comment faire venir à soi les clients au lieu d'aller les chercher. Et la deuxième définition c'est le désir précède
le besoin. Et je m'inspire toujours d'un Spinoza, Baruch Spinoza, qui a dit « Je ne désire pas les choses parce qu'elles sont belles et bonnes, c'est parce que je les désire qu'elles sont belles et bonnes. » Et pour point de départ, il va nous le dire tout à l'heure, mais en préparant son rendez-vous, vous m'avez écrit hors le positionnement différenciateur, point de salut, inutile d'entrer en inbound marketing sans ce préalable. Donc on va voir quelle est cette différenciation. Vous êtes déjà différent, vous écrivez des pièces de théâtre avec plein de personnages différents à l'intérieur. Donc on va essayer de cultiver un petit peu cet aspect-là. Bonjour, rebonjour Michel Brébion. Bonjour. Fondateur de l'agence Winbound qui est filiale de MV Group. Peut-être un petit mot, on peut parler de l'agence puisque vous êtes l'organisateur aussi de cet événement. Exactement, donc nous on est des experts en inbound marketing adossés à un groupe qui s'appelle MV Group pour lequel on a toutes les expertises aujourd'hui pour accompagner nos clients dans le monde du digital. Et on a effectivement organisé cet événement, comme j'ai pu le dire ce matin, vraiment pour permettre au marché de mieux comprendre tous ces leviers, de se dire voilà, je suis dans un marché qui bouge, sur lequel la concurrence évolue, sur lequel j'ai du mal à me différencier. Et donc le digital, en tous les cas, permet d'utiliser des outils, des techniques, des méthodes qui permettent du coup de percer ces marchés. Alors même question. C'est quoi selon vous l'inbound marketing? C'est juste pour qu'on plante bien le décor et après on va rentrer vraiment dans les différentes étapes. Donc moi je vais être très pragmatique puisque mes deux amis ont écrit des livres sur l'inbound marketing très méthodologiques et très stratégiques. Pour moi l'inbound marketing c'est la modernisation du processus commercial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit très bien qu'on ne va pas aller demander aux commerciaux d'aller taper des listes de prospects et d'essayer de les appeler. Ils vont très vite se retrouver dans un mode d'intrusion en termes de démarche marketing. On ne va pas les prendre au téléphone. Vous-même, si vous avez des appels à 20h le soir ou dans l'après-midi parce que vous êtes occupé, vous ne souhaitez plus avoir cet appel. Donc c'est le bon contenu au bon moment à la bonne personne, mais c'est en fait le bon appel téléphonique au bon prospect aussi au bon moment. Donc c'est une modernisation du processus commercial. Les clients viennent à moi plutôt que d'aller taper des listes ou des prospects qui n'ont aucun intérêt. Donc je vais réagir surtout quand il y aura un intérêt de la part de mon prospect et je vais effectivement l'engager par de la bonne information, par du bon contenu, je vais le faire monter en engagement et là le commercial va rentrer en contact et on va aussi moderniser à la fois du coup l'acquisition et le fait d'améliorer sa base prospect, sa connaissance prospect et on va surtout améliorer aussi la transformation dans un outil de gestion client où je vais pouvoir continuer ce processus et donc on est dans un processus moins intrusif, moins agressif, plus construit, où effectivement le prospect marque son intérêt et on marque aussi son intérêt au prospect en lui apportant de la valeur dans les réponses de ce qu'on lui fait. Cela sous-entend tout de même qu'il doit y avoir des changements d'habitude dans la manière de travailler au sein des équipes, qu'il y a des process nouveaux à mettre en place. Et vous savez, le changement fait peur, donc c'est toujours une forme de réticence, de dire jusqu'à présent ça marchait plus ou moins, et là on nous demande quand même quelque chose de nouveau, quoi. Moi je crois que c'est du bon sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce que je vous dis, vous le comprenez bien, c'est du bon sens. On ne peut pas massivement, si je vous envoie aujourd'hui 10 mails dans la journée qui ne vous intéressent pas, si je vous abonne d'office à ma newsletter, aujourd'hui c'est inacceptable pour le consommateur ou l'acheteur. Donc en fait c'est du bon sens. On revient en fait à du bon sens, c'est que j'essaie de susciter l'intérêt, ce que tu parlais, on suscite le désir, l'envie. Je suscite l'intérêt, mon prospect est intéressé, il le montre. Je vais du coup construire une relation digitalisée parce que c'est les canaux et les moyens qu'on a à disposition aujourd'hui et je vais l'appeler quand il est disponible, etc. Donc c'est presque du bon sens qui revient. On a peut-être été aussi trop loin dans les méthodes très, très intrusives. Alors on va commencer par le début si vous le voulez bien, j'ai envie, je me lançais, d'ailleurs le public est là et se pose des questions puisqu'il est là, il a envie de savoir. On commence comment ou par quoi ou par quel type de questions? Je suis l'ADN, c'est le positionnement. Or, le positionnement, point de salut. Si vous ne vous convainquez pas d'être différent, vous n'êtes pas. Donc, on commence pour moi par toutes les démarches liées au positionnement différenciateur qui va amener l'analyse évidemment des cibles et ensuite toutes les stratégies digitales. Mais le positionnement est pour moi une obligation professionnelle de base. Quand on parle de positionnement, on réfléchit très concrètement à qui sont nos clients, ou du moins la cible que l'on veut toucher. On essaie d'être différent pour la toucher de manière différente. Et ensuite, on va voir quels outils on utilise. Mais c'est ça, en fait, on se fait une sorte d'audit interne. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre que finalement, l'offre, le client s'en fout. C'est vrai que hier, imaginez ma grand-mère, dans les années 50-60, face à une machine à laver le linge. Bon, c'est l'effet waouh. Le fabricant a simplement besoin d'expliquer à quoi sert la machine. Et là, le consommateur, finalement, il a cet effet waouh et c'est le produit qui entraîne cet effet waouh. Aujourd'hui, vous allez choisir un consultant ou une agence digitale.
des agences comme finalement comme Winbond, il y en a des dizaines en France. Alors, mais non, mais j'ai pas fini. Non, Donc elle est finalement, différente, c'est ça. enfin, celles qui offrent des prestations d'inbound marketing, il y en a, mais même plus que des dizaines. Ce qui va faire la différence finalement, c'est ce que Michel et ses équipes apportent sur le marché. Donc c'est un positionnement qui vient transcender finalement son offre. Et ça, c'est absolument essentiel à comprendre. C'est finalement comment je peux aider, notamment B2B, mes cibles, à être meilleurs dans ce qu'elles font. Donc ça, c'est le point de départ. J'ai mon positionnement, je sais qui je suis finalement, j'ai identifié bien mes cibles et je vais maintenant me donner les moyens de me rapprocher d'elles et éventuellement de les transformer en clients potentiels. Ça veut dire quoi? Qu'une fois que j'ai ce positionnement, je me dis, il faut que je produise du contenu. On est d'accord là-dessus? Du contenu séduisant, du contenu qui donne envie. Autant moi je peux le comprendre en tant que journaliste sur un média, je sais ce qu'est un angle et je sais comment produire un contenu, autant quand je suis une entreprise, et quel que soit le secteur, puisque tous les secteurs peuvent être concernés, je vois pas très bien par quel bout le prendre cette affaire-là. Je fais quoi? Je fais des vidéos, comment je m'y prends là? Alors déjà, il faut séparer les choses. Là, quand tu parles de vidéo et que ça, on parle de support. Exact, Donc oui, ça, c'est des le format. supports. Mais alors qu'est-ce que je dis En finalement fait, alors globalement, ce qui est extrêmement important dans la stratégie de vente, mais qui encore une fois pour moi presque c'est du bon sens, c'est qu'aujourd'hui on veut attirer des clients cibles qui nous intéressent, avec qui on a des chances de faire du business. Combien de personnes ont réfléchi à leurs clients cibles idéaux avant de mettre le contenu froid de leur site internet? La plupart du temps, on a mis je suis beau, je suis plus fort, je suis là depuis 65 ans. Très bien. Et puis je mets mon logo en gros et puis la photo du patron. Et tout le monde est content et tout le monde dit il est beau mon site. Et tout le monde dans la boîte se dit ah ouais, il est vraiment joli ton site. Donc en fait, la question c'est celle-là. C'est qu'à un moment donné, je veux attirer un client final, et ben je lui parle à lui. Donc qu'est-ce qui empêche de dormir la nuit mon client final? C'est ce que Stéphane dit dans son bouquin. Tu vois, je lui redis quand même, c'est sa petite phrase. Je ne vais pas lui la voler. Donc, mais c'est vrai, c'est ça. Et donc si je parle à ce qui empêche de dormir la nuit mon client final, et du coup je suscite un intérêt, et ben je crée de la valeur à mon contenu. Et donc peu importe le support, le choix du support se fera par rapport aux opportunités que j'ai. Là, aujourd'hui, on fait un podcast de cette conférence. On est en train d'utiliser ce contenu de la conférence pour sans doute un scénario d'acquisition. Mais la conférence en elle-même est un contenu. Exactement. Pourquoi la conférence a déplacé 1100 personnes, je crois, aujourd'hui? C'est parce que vous vous posez des questions. Ouais. Et donc, on tente d'y répondre. Donc, elle est là, la transformation. Imaginez que dans cette salle, on ne raconte que des choses sur nous. En disant, voilà, on est les plus beaux, on a des superbes offres, on est les meilleurs en inbound marketing. Mais au bout d'un quart d'heure, vous partez. Donc c'est exactement ça. C'est pareil qu'un salon finalement traditionnel. On voit aujourd'hui les salons. Qu'est-ce qu'ils font? Ils proposent des ateliers, des conférences qui sont censés intéresser leur cible. Et c'est plus les traditionnels stands qui fonctionnent. Et il faut donner pour recevoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que je donne un peu à des prospects qui pourraient marquer un intérêt pour la prestation que j'offre ou les produits que j'offre. Il faut savoir donner quelques petits secrets, de l'information, ce qui me différencie de mes concurrents, donc être très honnête. Et donc, si du coup ça suscite l'intérêt, ils vont monter en engagement avec moi. Donc, je vais pouvoir leur donner des contenus de plus en plus intéressants et qui ont de la valeur, du coup, vraiment de la valeur. Et donc, ils vont accepter en échange de donner de la donnée comportementale ou déclarative. Et donc, en fait, ce que je construis quand je fais de l'inbound marketing, c'est que je construis une base prospect. On a longtemps parlé de la base client. Donc, tout le monde travaille sa base client. Alors, j'ai 1000 clients en base. Puis alors, je les tape, j'envoie des mails. Puis bon. Et puis, ça se finit souvent que j'ai un fond de base. Je ne sais même pas quoi en faire. Les commerciaux ont l'impression que dans le portefeuille, ils ont 500 potentiels clients. En fait, ils n'ont plus rien parce que ça peut réagir depuis 3 ans. Et en fait, donc, je me construis une base prospect que j'attire d'elle-même en suscitant l'intérêt, et cette base prospect, je la segmente, je récupère de la donnée, et cette donnée me permet derrière d'envoyer des bons contenus au bon profil et d'amener aux commerciaux des prospects plutôt intéressés. Si je ne fais pas ça, je fais le commerce que j'ai pratiqué, où du coup on prenait des rues, des listes, et donc ça avait peu d'intérêt, et aujourd'hui en tous les cas, ça peut plus se pratiquer comme ça. Donc, oui. Juste un mot à ce que vient de dire Michel. C'est exactement dans cet esprit, c'est que pour attirer les gens, je vous engage à élaborer en début d'année ou au milieu de l'année une stratégie des appâts.
Et cette stratégie des appâts constitue le nerf de toute votre démarche inbound marketing. Alors ça peut être digital, ça peut être relations publiques, ça peut être relations presse, ça peut être ce que vous voulez, mais je pense qu'il est intéressant que vous ayez une stratégie des appâts selon votre secteur d'activité. Mais Gabriel, vous avez une méthode qui est intéressante et j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu sur comment attirer, séduire, convertir, conclure, finaliser, fidéliser même. Vous avez travaillé sur une méthode que je trouve assez intéressante. J'aimerais bien que vous nous en parliez un tout petit peu. Peut-être ça donnera des clés pour des personnes qui disent c'est un peu, j'y vois pas très clair encore. Alors, comme j'ai un ego surdimensionné, j'ai voulu m'opposer à Brian Halligan, qui est quand même le pionnier de l'inbound marketing et qui a inventé, je lui rends grâce, l'inbound marketing. Alors juste pour l'anecdote, il m'a expliqué lui d'où vient le mot inbound, parce qu'on dit le mot inbound, et il m'a montré. Ses bureaux à Boston donnent sur un métro. Et quand vous allez dans le métro à Boston, il y a écrit au départ inbound, et quand vous sortez du métro, il y a écrit outbound. Et alors il m'a dit, eh ben, écoutez, les gens qui vont dans le métro, ils y vont volontairement, ils y vont, personne ne les y a poussés. Donc j'ai appelé ma stratégie inbound marketing. Voilà un peu l'origine. Et alors, Brian Halligan, il a écrit un très bon bouquin, et lui il dit, il y a 4 étapes pour attirer, pour ensuite évidemment convaincre. Alors il dit qu'il faut attirer, puis convertir, puis conclure, et ensuite enchanter. Et alors je lui ai dit, lors d'une conférence à Boston, moi j'ai 6 étapes. Voilà. Alors, au début je me dis, je ne vais pas quand même garder les 4. Alors les miennes, c'est attirer, séduire, convertir, permettre, grâce à cette godine sur la permission, conclure et fidéliser. Et alors, la différence, quand j'ai eu un débat avec Brian Halligan, lui disait qu'il faut convaincre pour séduire, et moi je dis qu'il faut séduire pour convaincre. Mais très concrètement, une fois qu'on s'est posé ce genre de questions, est-ce qu'on peut se trouver une autre méthode Vous m'aviez évoqué la fameuse pyramide. Alors, On peut en parler un peu parce que c'est intéressant, ça permet Oui. d'éclaircir. Alors, Mais après, je vous donnerai la parole alors- et vous compléterez. Mais ça permet d'éclaircir les idées et peut-être de vous donner une méthode pour avancer. Alors là, comme je l'ai dit avant d'aller voir mon psychologue, là c'est de la surdimension personnelle parce que je me suis rendu compte qu'il existait un type qui s'appelait Maslow et tout le monde connaît la pyramide de Maslow, mais personne ne connaît la pyramide de Shapiro. Alors je me suis dit c'est quand même bête. Alors je me suis dit mais qu'est-ce que je dois faire pour m'opposer, pas m'opposer, pour précéder la pyramide de Maslow. Alors j'ai imaginé dans mon dernier bouquin, la pyramide de Shapiro, c'est la pyramide des désirs. C'est-à-dire le désir précède les besoins. Alors Maslow, il a inventé 5 besoins. Alors évidemment, un peu de manière machiavélique, j'ai inventé les 5 désirs. Et alors pour attirer les gens, je vous propose de commencer par le désir d'inattendu. Quand les gens se baladent sur Internet, il faut qu'il y ait un élément qui les excite. Ensuite, un désir d'émotion, bien avant la raison. Troisièmement, un désir de partage, parce que les gens ont envie de partager quand ils ont une information qui les séduit. Ensuite, un désir d'appartenance, c'est-à-dire qu'on a envie de faire partie d'une communauté, d'un club, etc. Pour terminer, bon, je dirais c'est un peu habituel, le désir de valorisation de soi. Donc si vous, à mon sens, vous adoptez ces 5 niveaux de désir, donc la pyramide des désirs, vous précédez la pyramide des besoins et vous attirez davantage le prospect. Donc voilà, j'espère que ça vous a un peu éclairé sur le contenu et ce que vous devez produire. Peut-être un commentaire sur ce que Stéphane. Bah, écoutez, moi je suis plus dans la pédagogie, notamment en B2B, que le désir. C'est une notion qui me semble plus actionnable. Donc oui, partir des points de douleur, de véritablement ce qui empêche vos cibles de dormir et apporter une réponse très concrète à ces problématiques. Et là, vous verrez nécessairement une audience se créer, une audience se fidéliser, une audience se convertir. Hein, donc je suis plus dans la pédagogie. Bon, j'ai assisté, comme vous certainement, à la conf de Rand. C'est un personnage que j'adore parce qu'il est dans cette pédagogie et il arrive effectivement à expliquer parfois des concepts très, très complexes de manière très très simple. Et c'est, je pense, la base aujourd'hui de l'inbound marketing, dans tous les cas en B2B. Alors en B2C, c'est vrai que je rejoindrai plus aisément le désir. Ouais. C'est une autre différence, mais voilà. J'aimerais qu'on soit concret. Voilà pour le décor, voilà pour l'avancée. Peut-être il serait intéressant
Si on parle toujours de ces contenus sous quelle forme? Est-ce qu'il y a des formes tendances? On dit souvent qu'il faut faire des vidéos, mais est-ce que là, Michel disait à l'instant que nous faisons un podcast actuellement, est-ce qu'il faut faire des webinaires? Est-ce qu'il faut faire, enfin, webinaire vidéo pour le moment, la limite est un peu. Est-ce qu'il faut faire de l'écrit? Est-ce qu'il faut faire un livre blanc? Quels outils sont tendances et permettent d'atteindre son objectif plus rapidement? Quel format, pardon? Il faut tout faire. Il faut tout faire, il faut tester. Bon, je pense que l'écrit, de toutes les manières, reste quand même absolument incontournable. Après, aujourd'hui, on voit par exemple les podcasts qui émergent en force. Donc, il faut les tester. Il faut les tester par rapport à son audience, voir si effectivement ça plaît, ça mord. Et si c'est le cas, poursuivre. Et si c'est pas le cas, tenter d'autres coups. Donc ça, c'est important d'avoir de l'agilité. Ça veut dire qu'il faut tester, quoi. Il faut se tromper. Il faut Bien sûr, accepter mais de il se faut tromper, quoi, se sur un tromper. format. Il faut se tromper. De toute façon, le digital, c'est du test and learn aussi. Il n'y a pas celui qui, si jamais j'avais la bonne recette, je serais pas là déjà. Je suis en train d'encaisser mes manques. Mais par contre, dans ce qu'on a dit, il y a des choses intéressantes. Il y a des opportunités de support. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, forcément, il y a des articles de blog par rapport au SEO de Google, on peut faire des livres blancs, etc. Puis il y a des opportunités. Il y a une conférence, c'est trop dommage de ne pas la podcaster, puisque je peux en faire un article blog et un podcast téléchargeable. Par contre, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, on a exposé du coup des fois, l'inbound pourrait paraître conceptuel, méthodologique, et il faut aussi sortir de ça. C'est-à-dire qu'il y a la méthode, il y a le concept, il y a des outils qui sont des outils d'automation qui permettent du coup de distribuer. On va en parler des outils Voilà. aussi. C'est la Mais en fait, prochaine ce qui est important, c'est que c'est concret. C'est que je vais bien générer des opportunités commerciales par la valeur que j'ai créée. Donc j'ai des gens qui remplissent des formulaires et qui disent j'ai un intérêt du coup pour ce que vous faites. Et ces gens-là vont grandir par le contenu, ils vont avoir un certain score, ils vont être appelés par les commerciaux, et les commerciaux vont aussi avoir dans la mallette des outils pour compléter leur argumentation, et ils vont vendre. Donc faut faire attention entre ce qui pourrait paraître conceptuel, mais c'est du coup intéressant parce que ça pose la stratégie d'une entreprise, ça pose une méthodologie de travail. On va parler des outils après, mais je veux dire, c'est du concret, on fait du business. Je n'ai pas, depuis 2 ans, je n'ai jamais démarché un client. C'est bien ça. Je démarche pas. Non, l'intérêt, effectivement, il est de créer de l'interaction et de l'interaction dans la vraie vie. Il ne faut pas l'oublier, parce que c'est vrai qu'on est face à une méthodologie, on est face à des outils d'automatisation, donc ça peut aussi, des fois, nous écarter un peu du réel. Donc, d'ailleurs, c'est une des tendances, le conversationnel a été remis au goût du jour, justement, pour contrer un peu cet écueil. Bon, pour revenir quand même au contenu, ce qui est très très important, c'est d'une part de se doter de la data pour voir ce qui fonctionne, à quel niveau de maturité également ça fonctionne, et puis également penser à réutiliser vos contenus. Donc là, effectivement, la conférence va être transformée, pourquoi pas en vidéo, va être transformée en podcast, donc c'est exactement ce qu'il faut faire. J'écris un livre blanc qui va faire, on va dire 30 pages. Je peux en faire un article. Vous en faites une dizaine, une quinzaine d'articles de blog qui eux-mêmes vont être découpés en une dizaine chacun de snacking contents pour alimenter sa présence sur les médias sociaux. Et tout ça, vous allez le pousser auprès de vos collaborateurs et bien évidemment auprès de vos commerciaux pour qu'ils puissent s'inscrire dans cette logique de contenu et alimenter leur profil sur LinkedIn ou Twitter. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça veut dire qu'il ne faut pas qu'une entreprise se transforme en rédaction. C'est-à-dire qu'elle fournisse en permanence des contenus alors qu'un seul et même contenu, je dirais... quinzaine, voire mensuel, on peut le décliner, on peut le découper et on peut le faire vivre différemment, quoi. Je voudrais dire au sujet du contenu que c'est vrai que j'ai entendu même ce matin, c'est important, c'est très important le contenu bien sûr, mais il faut savoir ce que l'on écrit. C'est-à-dire qu'au lieu de faire d'une logomachie de contenu ou une boulimie de contenu ou une sorte de déversoir de contenu, il faut savoir quoi on écrit, comment on l'écrit, mais surtout le fond et la forme. Et alors c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, le positionnement différenciateur est l'âme même de tous les contenus. Il faut que tous les contenus se retrouvent de près ou de loin sur la base de ce positionnement. Dans ce positionnement, il y a des mots-clés, il y a des thématiques réelles. Et ce matin, quelqu'un a dit, j'avais 4 ou 5 thèmes sur lesquels j'ai approfondi avec toute une série d'outils et de ricochets. Mais justement, ces thèmes sont issus du positionnement différenciateur. Ouais, c'est absolument essentiel. Sinon, on va reproduire finalement des contenus qui existent par ailleurs et on rajoute quelque part du bruit au bruit.
hein. Donc c'est vraiment là, pour le coup, on se retrouve hein, sur l'aspect positionnement, va effectivement impacter sa manière d'écrire, sa manière de prendre la parole et d'aider finalement son audience à progresser. Donc, dans cette démarche, si j'ai bien compris au début, je trouve mon positionnement avec la différence qui m'appartient. À partir de là, je connais mieux ma cible, mes prospects éventuels. Donc, je vais travailler des contenus adaptés. Quant à la forme, on peut tester un peu tout ce qu'on veut. Vaut mieux, à la limite, un bon texte qu'une vidéo très mal filmée dans laquelle on n'entend rien. Hein, parce que c'est bien beau ça, mais si on n'a pas de micro, c'est une catastrophe hein, en termes de rendu. Mais l'idée, c'est quand même de transmettre le plus possible. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ces contenus, il faut les diffuser. Alors ce matin, Rand Fishkin nous a un peu refroidi quand même sur les réseaux sociaux. On s'est posé la question. Moi-même, j'ai dit, j'ai pris un casque un peu pour être sûr, je comprenais bien. Alors la question que je me pose, c'est aujourd'hui, réseaux sociaux, oui, on ne peut pas s'en passer, mais peut-être différemment pour propulser un contenu qui, si je suis son raisonnement de ce matin, est hébergé chez moi. On est dans cette logique-là aujourd'hui. On n'a plus besoin de faire que de la viralité ou du bruit sur les réseaux sociaux. En fait, ce qui est important, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce qu'on va mettre en place sur les bandes marketing, on va éviter les contenus orphelins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis ici, j'ai créé un contenu, par exemple, sur une bande marketing France. Je le publie sur LinkedIn. Ça va créer une forme d'audience. Il y a des gens qui vont liker, qui vont dire c'est sympa. Bon, on va dire que j'ai 2000 vues. Bon, ça flatte mon ego, à part qu'il ne va rien se passer derrière. Donc, un contenu qui est pas orphelin, c'est un contenu qui est dans mon blog. Ces contenus sont liés entre eux pour justement engager mes prospects, parce que derrière, il y a une mécanique de scénario d'engagement. Donc, j'ai une vraie réflexion. J'ai construit mes clients cibles idéaux, ce qu'on appelle chez nous les personas. Du coup, je sais ce qui les empêche de dormir la nuit. J'écris pour eux. Ils viennent sur le site ou ils vont sur les réseaux sociaux lire ces contenus. Et ces contenus sont par des boutons d'action, hein, des petits boutons où on peut réagir pour le lire, pour aller plus loin, pour lire un contenu complémentaire. J'évite que les contenus soient orphelins et donc quelque part, je viens faire de l'acquisition de prospects. C'est-à-dire que mon site internet avec le SEO, avec le référencement naturel, le référencement payant et tout ce que je peux mener comme action, y compris le fait si je fais un salon et que je renvoie les gens sur mon site, j'amène de l'audience. Et les réseaux sociaux, pareil, vont amener de l'audience sur mon site et je vais les amener à lire mes contenus, mais je veux surtout les engager parce que je vais récupérer moi de la donnée déclarative et comportementale pour construire ma base prospect et pouvoir après avoir une vraie politique d'acquisition. Steven. L'acquisition, c'est le Ouais. mot-clé. Ouais. Ce qui veut dire par exemple que j'ai un article, cette conférence, je mets un extrait sur LinkedIn, c'est un exemple. Hein. Et ensuite, j'envoie immédiatement sur le site de l'agence où là, le prospect ou du moins la personne intéressée, puisqu'on n'en est que là, va pouvoir découvrir tout un univers dont l'objectif ensuite est de le transformer. L'idée du contenu, elle est effectivement d'attirer, ensuite d'intéresser. Donc, in fine, on va chercher grâce à du contenu, soit avoir de l'entrant, donc une demande entrante, hein, tout simplement, quelqu'un qui nous appelle ou qui nous envoie un email ou une demande sur LinkedIn, soit qui nous permettent de le contacter. Et là aussi, c'est de la data qui va me permettre de dire, tiens, le lead C, il est beaucoup plus chaud que le lead B, donc le lead B, je continue à le nurturer, donc à le faire mûrir grâce à des contenus marketing, tandis que le lead C, ça y est, il est chaud, donc je demande à un commercial de prendre contact avec lui. Et si on a bien fait notre travail, normalement, l'acceptation, là, pour le coup de l'appel, qui est toujours sortant, est beaucoup plus importante que par le passé. Bien sûr. Donc c'est ça le but ultime du contenu. Et effectivement, à un moment donné, il va falloir rapatrier de l'audience vers son blog, vers son site D'où internet. l'importance par rapport au contenu orphelin que tu disais, Michel, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien, Oui, c'est ça. pour être très concret, hein, pour être très basique, c'est qu'il n'y a pas de lien vers mon site à moi. Et en Voilà. fait, C'est exactement ce que disait Rand Fishkin Ouais, c'est ce ça. matin. Oui, hein. oui, oui, c'est ça. C'est oui, mais c'est juste- remettre au Voilà. cœur du processus son site internet. Ouais, mais tout ce à qui est fait. extrêmement intéressant, c'est en fait, il ne faut pas opposer les médias et opposer les méthodes. Il y a l'outbound, il y a l'inbound. En fait, pour chaque stratégie, il y a des objectifs et des résultats. Donc, il ne faut surtout pas opposer les méthodes. Et par exemple, sur LinkedIn, on se crée une empreinte digitale. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai un nombre d'abonnés qui est assez important, donc j'ai une forme d'influence et de notoriété. Donc en fait, il y a une partie du travail que je fais qui m'a permis d'avoir cette audience et cette notoriété, et aujourd'hui, elle me sert à justement pousser des contenus pour rapatrier. Donc, il ne faut pas opposer les choses. C'est pas, du coup, c'est pas parce que je pousse que des contenus qui ont un lien que ça va marcher.
Je travaille ma notoriété, je peux effectivement faire donc du média plus classique pour travailler ma notoriété. Et puis c'est cet ensemble-là qui me donne une empreinte digitale, qui me donne une forme de notoriété, qui fait connaître ma marque, mes produits, mes services. Et du coup, par rapport à ça, quand je pousse des contenus, il y a un intérêt grandissant et j'ai une forme d'audience. Et cette audience, j'essaie de la rapatrier en données déclaratives ou comportementales de mes prospects. Et ma base prospect, elle grandit. Et quand elle est de 2-3 000 et que j'arrive du coup à bien la travailler, à bien répondre aux attentes des prospects que je cible et du coup à les faire grandir pour les livrer aux forces de vente, mon business, c'est ce qu'on va appeler la lead generation. J'ai une sorte de machine à création de leads qui fonctionne. Et si je réponds bien, en fait, la problématique majeure, c'est pour ça que je ramène souvent ça, la modernisation du processus commercial, c'est qu'aujourd'hui, la part la plus importante des commerciaux, elle est dans la prospection. Elle devrait être dans la réponse. Je devrais passer du temps avec Stéphane à travailler la stratégie d'un client, à me dire comment on va aller chercher des opportunités. Et donc, c'est ça qu'il faut effectivement réinventer. Et d'autant plus que ça correspond à un changement de comportement des acheteurs et des consommateurs. Donc, on est en plein dedans. Il nous reste 2 points à évoquer. On l'évoquait au tout début, hein, c'est les équipes, l'organisation, parce qu'il faut le produire, ce contenu. On va parler bien entendu des bénéfices. Après, on prendra quelques questions. Juste une petite parenthèse pour rebondir encore sur la conférence de ce matin. Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux qui ont plus d'impact que d'autres? Est-ce qu'il faut être partout, tout le temps? Est-ce qu'il faut les choisir en fonction de son secteur d'activité? On a vu par exemple la montée d'Instagram. La baisse sensible, mais quand même toujours assez puissante de Facebook. On parle beaucoup de LinkedIn quand on parle entre professionnels. Je mets les trucs de jeunes de côté, mais pourquoi pas après tout? Est-ce qu'il y a un réseau à privilégier? Il y a quelques grandes tendances quand même en B2B. On va plutôt parler de LinkedIn et de Twitter. Alors bien évidemment, il faut pas s'interdire d'aller sur Instagram ou sur Facebook par exemple. Maintenant, on peut pas enfin, en fonction de ses moyens, on peut pas être sur toutes les plateformes. Donc là aussi, Parce que c'est du boulot, hein. c'est carrément Il faut faire des choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est exactement ce que dit Stéphane. Il faut bien faire les choses. Donc déjà, il ne faut pas aller sur des réseaux sur lesquels je suis pas à l'aise. C'est-à-dire que si je suis pas à l'aise ni dans le ton, ni dans la forme du réseau, il ne faut pas y aller parce que j'ai mangé avec des amis le week-end, on m'a dit il faut être absolument sur Instagram pour ta boîte. Si je suis pas à l'aise, j'y vais pas. Donc après, c'est où sont mes clients? C'est tout simple, c'est du bon sens. Si mes clients sont LinkedIn, j'ai plutôt intérêt de privilégier LinkedIn. Et après, autant bien le faire que de se démultiplier sur plein de réseaux et puis à la limite d'envoyer tout ce que j'ai. Donc c'est bien de faire quelques recherches aussi pour savoir où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'on peut les cibler Exactement, mais ça c'est ce plus qu'on va facilement. construire dans les personas. Quand on va construire les clients cibles idéaux, on va regarder quelles sont leurs pratiques pour justement aussi avoir une politique de social media très adaptée. Ouais. Gabriel? Rajouter, c'est que là on parle du fond et c'est absolument essentiel, mais je voudrais aussi parler de la forme. C'est Victor Hugo qui disait la forme c'est le fond qui remonte à la surface. Eh bien il a tout à fait raison, c'est-à-dire que la forme peut aussi être un élément de réflexion pour le choix des réseaux. Et je voudrais me permettre de vous donner ce que moi j'ai appelé les 4 valeurs du désir, c'est-à-dire comment écrire, quelle est la forme de l'écriture, comment attirer selon les cibles. Alors les 4 valeurs du désir que je vous soumets, c'est pratiquer l'humour, créer l'intrigue, provoquer l'inattendu et susciter la séduction. Et rappelez-vous, j'ai dit au départ, pratiquer l'humour. C'est vraiment une valeur qui n'est pas très universelle. Je crois que j'ai vu le même truc sur Mythique, non? Mais je suis pas sûr. Là, tout le monde est en train de réfléchir, dit oh là là, ça devient compliqué. Et si on rajoute après que sur Twitter, vous êtes limité à 280 signes, si vous envoyez une vidéo sur Twitter, c'est même pas 2 minutes, je crois, ça crée des contraintes supplémentaires pour pouvoir évoluer. Alors justement, on vient de le voir. Il y a beaucoup d'éléments de réflexion. J'ai ma petite équipe, je suis une petite boîte, j'ai pas forcément les moyens. Qu'est-ce que je fais de mon contenu? Je mobilise quelqu'un, je réorganise mon équipe. Encore faut-il que la personne qui était au marketing avant et qui travaillait peut-être différemment s'adapte. Je sous-traite mon contenu. Je fais comment? Et puis comment je m'organise au sein même de l'équipe pour que ça passe, quoi? Parce que c'est quand même un sacré changement. On est au cœur de la transformation digitale. Pour le coup, effectivement. Donc ça veut dire des formations, ça veut dire probablement des recrutements, de nouvelles compétences. Ce qui est très important, qu'on fasse sous-traiter ou qu'on fasse en interne, c'est de s'appuyer sur les expertises, pour le coup, internes. Alors on a des experts, c'est pas forcément des très très bons rédacteurs. On peut tout simplement les interviewer et puis faire réécrire l'interview par un journaliste, par un content marketer. Donc ça c'est des pratiques
qui sont effectivement plutôt efficaces. Mais c'est des coûts supplémentaires. Ça Bah, peut représenter des coûts supplémentaires. En fait, c'est ce un sont des budgets. Ouais. Ouais, mais c'est un choix stratégique. Je veux dire, Ouais. aujourd'hui, une entreprise, pour acquérir des prospects, elle l'investit. Donc, à un moment donné, elle répartit ses budgets différemment, aussi ses ressources. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des postes dans l'entreprise qui, aujourd'hui, doivent évoluer. Donc, c'est aussi une manière de les faire évoluer. Donc, je ne crois pas qu'on peut parler de dépenses supplémentaires. Je pense qu'il faut faire les dépenses nécessaires à la construction de business plans et de l'acquisition de clients. Donc, pour toute entreprise, ça fait partie d'un schéma et d'un modèle économique. Maintenant, on réoriente les ressources. Il y a des budgets qu'on mettait à un endroit, on les met autre part. Voilà, mais c'est accessible. Et si c'est bien fait, ça mène tout de suite du business. Donc, Alors justement, on va parler du ROI puisque c'est un investissement. Il faut combien de temps? Tout de suite, je suis pas très sûr. Faut produire pendant combien de temps? Je dirais qu'à partir d'un trimestre, 3 mois, on commence déjà à obtenir des résultats, hein. Donc c'est pas nécessairement très 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 long. Ce qui est important après, c'est d'arriver à durer sur le long terme. Mais vous publiez des premiers contenus, vous en faites une promotion un peu efficace, ça peut aller relativement vite. Est-ce que ça coûte cher? Est-ce qu'il faut rajouter, ne serait-ce que pour mesurer l'impact des contenus, ne serait-ce que pour les diffuser sur différentes plateformes, vous voyez ce que je veux dire, enfin tous ces logiciels-là, est-ce que ça a un coût supplémentaire? Est-ce que d'abord, j'ai presque envie de vous dire, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que je ne peux pas produire du contenu pour mon site et puis quelque part je crée des liens et des choses comme ça sur les réseaux sociaux? Obligatoire les outils Ouais, techno? d'avoir des outsuites, des machins, enfin des Ouais, trucs, des c'est programmes, obligatoire. Ouais. Ouais. Non, mais je Non, préfère c'est que ce soit clair. obligatoire. C'est obligatoire. Le client a une agilité aujourd'hui qui est absolument phénoménale, hein, grâce notamment au mobile. Donc on ne peut plus gérer ces fichiers comme on le faisait par le passé, hein, sur du Excel à la mano. Donc oui, c'est absolument obligatoire. Ah, Donc le marketing technologique est aujourd'hui au cœur aussi de la transformation des pratiques. mais la techno, elle est, comment dire, elle fait gagner du temps. On parlait de où je mets mes ressources, donc elle fait gagner du temps. Je peux traiter 1000, 2000, 3000, 5000 clients en envoyant le bon contenu à la bonne personne, puisque j'automatise ce que je fais. Donc là, il y a une vraie ressource qui est plus du temps homme qui est pris. Après, je mettrais juste, je me permettrais, Stéphane, euh, il y a un niveau d'outil minimum qui est accessible aux entreprises. C'est-à-dire qu'après, on peut s'équiper avec la Rolls-Royce de l'inbound marketing. On peut avoir des super outils pour gérer tout ce que je vais faire, l'employé advocacy, suite, etc. Mais je peux démarrer avec des choses malines. On peut avoir une messagerie interne pour laquelle je demande à mes collaborateurs de faire du partage et ça me coûte zéro. Je peux faire de la promotion sur LinkedIn d'un livre blanc qui est bien fait pour lequel je vais avoir des retours assez rapides. Donc après, c'est où je mets mes ressources, quelle stratégie je mets en place. Et puis, je pense qu'il faut, dans le digital, il faut avancer pas par pas. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas non plus se dire, voilà, je suis à 0 et puis je vais arriver à 100 à la fin du trimestre. Je pense qu'il y a des premiers pas qui sont nécessaires parce qu'on est dans la transformation digitale. Il y a des entreprises, leur marché jusqu'ici, tout se passait bien. Le business se faisait, personne ne se posait de questions, on se disait ça va durer. Et puis un concurrent vient, c'est disruptif, c'est l'ubérisation. Mon modèle est mis à mal, je fais comment? Je peux avancer aussi pas à pas pour que l'entreprise grandisse. Et puis après, tout le monde va bien comprendre l'intérêt de cette méthode. Ouais, ça veut dire très basiquement, on envoie tous à peu près des dizaines, des quinzaines, des vingtaines de mails par jour, peut-être en bas de signature, de dire venez lire ou découvrir notre dernier article en envoyant un lien. Ça, c'est quelque chose qui va être souvent partagé 15-20 fois et c'est un moyen de toucher beaucoup de monde. Très simplement, gratuitement là pour le coup. Il suffit juste d'y penser, d'avoir le réflexe systématiquement de modifier sa signature. J'aimerais qu'on parle des bénéfices quand même. Et peut-être si vous avez en tête quelques exemples d'entreprises qui ont brillamment réussi. Mais est-ce que, bon, on vient de le voir, à partir de 3 mois, on commence déjà à mesurer l'impact que ça peut apporter. Est-ce qu'on peut le chiffrer? Est-ce qu'il y a des chiffres un peu officiels sur ces entreprises qui ont fait une bonne stratégie? Après, on verra s'il y a des freins et pourquoi ça coince par moment. Mais qui ont mené une bonne stratégie de ce type-là et qui aujourd'hui en récoltent les fruits. Vous avez ça en tête d'entreprises que vous avez rencontrées? Alors bon, je peux parler d'une de nos clients qui est une société dans le management de transition qui s'appelle XPM. Et donc, pour moi, c'est même pour être très simple, l'inbound marketing pourrait se résumer à 3 médias, si on veut être très 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 synthétique. La stratégie digitale, bien sûr, à 70%, 20% les relations presse et 10% les relations publiques. Et je me suis permis de proposer cette démarche donc à cette société. Eh bien, ils ont fait un site issu d'un positionnement où il y avait
4 plus-values distinctives, voilà, et ces 4 plus-values qui étaient l'esprit entrepreneurial, la dimension internationale, l'engagement de résultat et le projet de transformation. Et bien sur ces 4 plus-values, il y a eu donc une stratégie visuelle basée sur 4 visuels, et puis ensuite de ce positionnement, il y a eu effectivement des articles de blog, des relations presse, des clubs avec un certain nombre de sites. Et alors le résultat, ils ont eu 40% de marge brute supplémentaire. Alors je pense que c'est dû vraiment à l'inbound marketing, parce qu'ils ont transformé le côté push, ils vont essayer de promouvoir les managers de transition auprès de boîtes, parce qu'ils ont eu les 2 cibles les plus prioritaires, les managers de transition qui sont venus à eux, et les clients qui sont venus à eux. Voilà. Intéressant. Un autre exemple, Ouais, je veux en bien, B2C, Bonne Gueule, 2 petits jeunes, 2 petits blogueurs qui ont commencé donc à écrire des articles pour conseiller les hommes sur tout ce qui est habits. Mhm. Et ils ont créé une audience très très rapidement, enfin une audience assez importante. Et puis progressivement, ils ont mis en place l'inbound marketing. Donc cette audience, ils ont acquis des leads, ils ont commencé à vendre. Alors au départ, ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut leur vendre? On va leur vendre des e-books sur comment bien s'habiller. Puis les e-books sont partis. Ils ont vu que ils commençaient à générer un chiffre d'affaires avec les e-books. Puis après, ils se sont dit, quand même, les e-books, c'est un peu dommage. On devrait les distribuer gratuitement, faire encore plus de leads et finalement vendre de la fringue, puisqu'on parle de la fringue. Et aujourd'hui, ils ont ouvert leur premier magasin dans le Marais. C'est une boîte qui a dû démarrer 2012-2013, Ça, je les connais. Ouais. qui double chaque année de chiffre d'affaires. Et ils sont donc en hyper croissance. Ouais. Et aujourd'hui, c'est une équipe de 30 personnes. J'ai discuté avec un des 2 fondateurs et je lui ai posé très clairement la question, si tu devais engager un content marketer ou un commercial, qui tu prendrais? La réponse a été content marketer sans aucune hésitation. Michel, peut-être un exemple? Sur les cas clients qu'on a, effectivement, on est en Bretagne, du coup on peut aussi parler d'entreprise bretonne, mais iAdvice qui est très connu dans les chatbots, vous avez Artefacto qui est dans la 4D chez nous, ou Digitalio là, qui fait une conférence sur leur pratique de l'inbound depuis 5 ans. Ces entreprises ont développé massivement leur business par de l'inbound marketing. Parce que, comment vous savez, vous, que des entreprises vont acheter de la 4D ou vont acheter des prestations de chatbot? Donc c'est évident. Dans les bénéfices, il y a d'autres bénéfices que d'acquérir du client. Qui est le bénéfice majeur, c'est justement j'acquiers du client, je vais le transformer. C'est que globalement, on va moderniser le processus commercial et donc on va aligner aussi le marketing et le commerce qui ne se parlent souvent pas dans les entreprises. Et donc ils vont se parler, ils vont s'aligner. Le marketing va dire je comprends pas, on vous amène des leads, vous les traitez pas dans les délais. Puis les commerciaux vont dire de toute façon vous connaissez pas notre métier, vos leads sont pourris. Et donc on va apporter une modernisation dans l'entreprise, mais pratique et pragmatique. Et du coup, il faut que le dirigeant, ils se disent c'est important pour ma boîte que du coup les équipes se parlent et que du coup on travaille mieux et que derrière tout le monde ait les mêmes objectifs. Donc c'est extrêmement important. Il n'y a pas qu'un bénéfice, il y a le bénéfice business, mais il y a aussi le bénéfice que toute l'entreprise se met à développer son chiffre C'est d'affaires. intéressant, vous avez répondu à ma question, parce que je me suis dit, est-ce que ça concerne uniquement le marketing ou est-ce qu'il faut embarquer les équipes commerciales dans l'aventure? Je crois qu'il Il faut embarquer tout le monde en fait. embarquer tout le monde. Hein. Pour créer de la valeur, à un moment donné, il faut embarquer les dirigeants, bien évidemment, Ouais. les commerciaux, les marketeurs, les communicants, les RH, le support. Donc globalement, toute l'entreprise est impactée. Ouais. Travail d'équipe là pour le coup. Hein. Bien sûr. C'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et on va les prendre parce qu'il nous reste un petit quart d'heure. Et si vous voulez intervenir, vous n'hésitez pas. Moi j'en ai plein d'autres. Pas de questions pour l'instant. Si, Inver se lève devant moi. Non, c'est pas une question, c'est vous féliciter. Vous êtes les nouveaux docteurs de la relation et du bien-être finalement. Puisque vous traitez les souffrances. Vous parlez que de souffrances sans arrêt. Donc bravo les docteurs. Ah bah voilà. Merci. Voilà qui est dit. Vous voulez qu'on revienne sur des points précis pour... Ouais, on va vous amener le micro là. Merci. Alors, moi je connais un petit peu le sujet au travers de quelques-uns d'entre vous, mais est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est le lien qui est assez proche avec l'inbound sale derrière, qui est à mon avis la brique qui vient juste après et pour autant très stratégique dans la continuité du sujet? Alors du coup, c'est vrai, vous avez raison. Comment dire, ce qui est extrêmement important, c'est la partie sales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut générer des leads, donc on peut mettre des moyens très importants sur le content marketing, sur l'équipe marketing, ce qui arrive souvent dans des entreprises, et puis du coup on génère des prospects. Est-ce qu'ils sont bien qualifiés pour les sales? C'est une vraie question, d'où l'intérêt des échanges entre marketing et commerce pour s'assurer que ce qui arrive aux sales soit de qualité, parce que là autrement c'est toute la chaîne de valeur qui s'écroule. Et après, le sales, il doit aujourd'hui transformer différemment ces opportunités.
Des fois, je parle souvent des vendeurs des années 80. C'est pas très sympa, mais on sait que les vendeurs des années 80, quand vous alliez acheter une voiture, ça va vous dire quelque chose. Pour ceux qui sont jeunes comme moi, c'est que du coup, on vous faisait l'article complet de la voiture. Ça dure 2 heures. Il vous montre la roue de secours, le frein à main, il descend la vitre, tout ça. Enfin, vous voyez tout. Aujourd'hui, le commercial 3.0, il doit être intelligent. Il doit avoir compris la data qu'il a récupérée. Il doit comprendre les scénarios qui ont été mis à ses dispositions et il doit être dans un processus de continuité de l'action commerciale. Donc il doit continuer à envoyer un contenu de qualité complémentaire et surtout pas un contenu déjà envoyé à son prospect. Et il doit lui faciliter la prise de rendez-vous par un lien direct. Il doit gérer ce contact dans des étapes de vente de sa GRC, parce qu'aujourd'hui les outils de gestion commerciale se sont modernisés. Ils sont beaucoup plus intuitifs que ce qu'on a connu il y a quelques années. Où déjà dès qu'il fallait remplir les contacts, tout le monde partait en courant. Donc c'est comme ça qu'il doit travailler le commercial 3.0. Et il y a un enjeu majeur de demain pour moi qui se dessine là, c'est la continuité de l'action commerciale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le particulier, le consommateur, l'acheteur multiplie les points de contact. Je ne vous cache pas que c'est difficile. J'ai tous les jours des prospects qui me contactent par SMS, par téléphone, sur Facebook, sur LinkedIn. Il attend le même niveau de service quel que soit le point de contact. Et c'est pas facile. Et donc il y a des enjeux majeurs, c'est que le commercial 3.0 doit récupérer la donnée, la qualifier, aider le marketing à mieux faire, et puis vraiment appeler le client au bon moment, dans sa bonne séquence, avec de l'information construite, et passer la majorité de son temps à construire une proposition de collaboration et puis une proposition commerciale. Et il devra travailler demain sur la continuité de tous les canaux qu'il a dans les mains, parce que demain ils vont fusionner les messageries de Messenger, etc. Ça va encore s'amplifier. Je me suis permis d'écrire un article et je voudrais vous citer le titre. Le vendeur de chasseur doit devenir gibier. Vous pourrez le lire. C'est exactement l'inbound sales. Est-ce qu'il y a une autre question ou un autre commentaire? Il nous reste quelques minutes encore. Moi, j'ai quand même deux, trois petites questions. Quels sont les principaux freins, c'est bien de les connaître, qui pourraient conduire à l'échec d'une stratégie de ce type-là? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre pour reformuler ma question? Bon, il faut partir du positionnement. Si on loupe son positionnement, ça va être difficile. Il faut partir de ses personas, là aussi. Si on les loupe, on se trompe de cible, donc difficile. Et puis après, la qualité du contenu, encore une fois, la valeur qu'on va finalement distribuer sur son marché. Oui, Michel. Je pense aussi qu'il faut, comment dire il faut que la direction générale, que ça soit un projet porté. Et il faut aussi former les équipes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le niveau de maturité dans le numérique, elle est très différente d'une entreprise à une autre. Il y a des entreprises qui, comme je le disais tout à l'heure, sont un peu traditionnelles. Il ne faut pas qu'elles aient peur d'aller vers une nouvelle manière d'aborder et d'attirer le client. Par contre, elles ont besoin d'être emmenées, elles ont besoin d'être conseillées et d'être formées. Donc il y a un vrai enjeu de la formation, à mon avis, des équipes pour justement passer des caps et aller pas par pas, se former, faire des tests, commencer par faire du social media, commencer par faire de l'acquisition et puis après j'attaque l'inbound. Mais il y a aussi des étapes. Il ne faut pas les griller non plus parce que des fois on démarre de zéro et c'est pas un mal. Il y a des modèles qui fonctionnaient, il y a des modèles qui sont bousculés. Il faut juste s'adapter au monde qui change. On verra tout à l'heure les conseils, mais j'imagine que pour la plupart, ils doivent se dire ma direction générale ne veut pas en entendre parler ou c'est trop compliqué parce que ça marche bien comme ça et j'ai pas envie de prendre ce risque-là. Ça doit pas être d'une grande simplicité, quoi. Personne est concerné dans cette salle. Personne n'est ennemi de ses intérêts. Un commercial n'est pas ennemi de ses intérêts. Quand il a compris qu'au lieu d'aller se taper des portes et puis de se faire renvoyer à chaque fois, il a des leads qui viennent tout seul, il comprend. Et puis quand la direction générale comprend qu'effectivement son investissement est efficace et qu'elle va générer du chiffre d'affaires, elle peut même calculer, nous dans nos modèles, on peut même calculer le coût contact d'une acquisition d'un prospect et se dire si j'investis tant, je vais récupérer tant. Donc à un moment donné, la modélisation de l'économie digitale, elle existe aussi et elle permet d'avoir des axes de croissance, des investissements à faire. Donc ça peut être intéressant. Gabriel, vous voulez intervenir? Oui, donc justement, l'échec que j'ai vu dans une ou deux sociétés qui se sont mis à faire de l'inbound marketing à tout va, mais cantonné à la direction communication. Et comme l'a dit monsieur, c'est obligatoire d'y associer le marketing, la vente et la direction générale. Et si vous n'associez pas ces quatre pôles, vous pouvez avoir un échec. Des questions? Des réactions? Oui, il y a une main qui se lève au fond. On vous rapproche le micro. Oui, bonjour. Je souscris juste à ce qui vient d'être dit à l'instant sur effectivement que c'est pas juste un outil, un nouvel outil de communication miracle qui permet de
de vendre n'importe quoi à n'importe qui, mais j'aime bien l'idée justement que ça transcende, ça traverse toute l'entreprise et que ça impacte le produit. Et en tant que client, je trouve que c'est très bien. L'exemple de Bungle tout à l'heure, pour moi, il me parle complètement. Je porte leurs chaussures actuellement. Et pourquoi ça fonctionne? C'est parce que en fait, il y a de la transparence. On explique d'où vient le produit, qu'est-ce que c'est. Le client a envie de savoir ça. Il comprend complètement et ça n'a pas juste impacté notre façon de parler à l'entreprise. Ça impacte vraiment le produit. Le produit, on sait ce qu'on achète vraiment. Et donc, ma question, elle est celle-ci. Est-ce que ce inbound marketing, il n'oblige pas l'entreprise à concevoir aussi différemment les produits qu'il vend pour qu'ils soient vraiment... Je dirais, de mon point de vue, c'est que ça vous entraîne obligatoirement, que vous soyez consultant, agence ou la société, à pratiquer la co-création. Et on rentre dans une dialectique de partage et non plus de, oh, ça c'est un peu snobinard, au lieu d'être dans le top-down, on est dans le bottom-up, comme on dit, mais justement, ça exige qu'il y ait une co-création. Donc c'est un changement de paradigme, mais c'est un changement de mentalité dans les rapports entre les consultants, la société, les agences, etc. Ouais, et puis ça vous oblige à avoir des bons produits. Aujourd'hui, un produit qui n'est pas bon, quelque part, vous aurez beau faire la plus belle des stratégies inbound marketing, vous n'en vendrez pas. Hein. Donc ça, c'est déjà un préalable absolument nécessaire. Après, encore une fois, ce qui est important, c'est plus finalement tellement le produit, hein, on estime qu'il est bon, c'est la manière dont vous allez le vendre. Et c'est là où l'inbound marketing est vraiment intéressante parce qu'elle propose justement une méthodologie un peu nouvelle et qui convient parfaitement aux nouveaux clients consommateurs. Et après, je rejoins Gabriel, effectivement, en se rapprochant comme ça de ses clients, ben, on va forcément innover, tout simplement. Mais c'est intéressant de parler de produits parce que vous évoquiez à l'instant les nouveaux modes de consommation. Le nouveau consommateur, lui aussi, attend autre chose. Et peut-être qu'un produit co-construit, on a le retour du Made in France. Et en plus, ici en Bretagne, vous êtes bien placé avec les produits de Bretagne. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ça veut dire qu'il y a aussi une autre approche du mode de consommation, d'où l'importance aussi d'adapter et les contenus et certainement également les produits. Michel. Je crois qu'en fait, en résumé, il faut donner aujourd'hui envie d'acheter et changer notre modèle qui était avant de vendre. On voulait vendre à tout prix nos produits. Maintenant, on doit donner envie d'acheter aux consommateurs. Ouais, ça change effectivement l'approche. On prend une toute dernière question et après on fera un petit tour et il y a une main qui se lève et on vous amène le micro tout de suite. Oui, bonjour. C'est plus un peu un retour d'expérience par rapport à ce que nous faisons nous, au sein de notre entreprise où nous fabriquons du matériel pour artistes. Et il y a un aspect que vous n'avez pas tellement évoqué, c'est que maintenant le contenu peut être créé par l'entreprise qui va donc créer des e-books ou des livres blancs. Mais ce qui est très intéressant, c'est les commentaires qui sont générés par les, par les gens qui vont sur les réseaux sociaux pouvoir interagir. Et ces commentaires ont une crédibilité incroyable et une force, c'est beaucoup plus fort que quand c'est vous-même, en tant qu'entreprise, qui dites que vous avez un très beau produit. Excusez-moi. Et je crois que c'est là toute la richesse, enfin c'est une facette très importante de la richesse de l'inbound marketing. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est le but ultime. C'est effectivement que le contenu in fine soit créé par votre audience et par vos clients. Donc c'est vraiment l'étape enchantée, hein. Donc c'est la dernière étape de la méthodologie. Cette étape-là vise justement à ce que le client soit déjà satisfait de son acquisition, hein, de son achat, et en plus on parle positivement auprès de son réseau, alors que ce soit physique ou bien évidemment sur les réseaux sociaux. À l'opposé, pour rebondir sur cette question, on pourrait imaginer qu'une entreprise ait peur du mauvais commentaire. On peut imaginer, oui. Oui, non, mais voilà, parce qu'après, comment je gère un mauvais commentaire? Il y a beaucoup de gens qui se sentent perdus dans ce genre de choses. Voilà. Après, si c'est objectif, ça veut dire qu'il y a un problème à résoudre, donc il faut s'attacher à le résoudre. Si c'est pas objectif, il faut y répondre, il faut comprendre pourquoi finalement la personne en face était énervée, a publié, a posté un commentaire négatif. Bon, je pense que c'est pas... Dans tous les cas de figure, à moins que ce soit totalement insultant, vaut mieux répondre quand même d'une manière bien ou sûr, d'une autre pour sûr. éteindre très vite. Répondre et agir. Ouais. Encore une fois, si c'est objectif, c'est qu'il y a probablement
un problème dans nos processus ou un problème de fabrication, enfin peu importe. Et donc là, il faut absolument régler le problème. Ouais. Il nous reste 4 minutes, j'aimerais connaître votre conseil, ce qu'on va retenir, ce que vous diriez aux personnes qui ont envie d'y aller, qu'on a éclairé peut-être un peu. Qu'est-ce que vous leur diriez pour franchir le pas et commencer à se mettre en ordre de marche vers cette stratégie marketing? Qui commence? Mon conseil, c'est commencer par un pilote, donc quelque chose qui soit finalement très précis, probablement un persona, une offre. Donc commencez petit, faites très très attention à la data. Hein, donc faites en sorte de pouvoir récupérer cette data et notamment la data comportementale. Organisez-vous dès le démarrage avec les commerciaux pour pas qu'il y ait de cassure finalement dans le processus. Et puis après, aller évangéliser au sein de votre entreprise, aller onboarder le codir, c'est absolument essentiel, hein, que les dirigeants soient aussi convaincus de la démarche. Et puis ensuite, vous obtiendrez les budgets pour aller déployer à plus grande envergure. Et n'hésitez pas, d'après ce que j'ai compris, d'y aller étape par étape et à tester et à imaginer et à se différencier aussi en osant des choses. Michel. Alors il y a une solution qui fonctionne bien, qu'on met en place, c'est ce que j'ai appelé le workshop, l'atelier. C'est extrêmement intéressant de faire un petit atelier d'une demi-journée par exemple et de mettre du coup toutes les parties prenantes de l'entreprise et de poser le sujet déjà. Alors bien évidemment, il faut regarder un peu avant ce qu'est la stratégie et faire une sorte de pré-bilan, mais de se poser tous ensemble en se disant voilà la pratique aujourd'hui, voilà comment les commerciaux relancent les contacts qu'ils ont, voilà comment le marketing travaille, voilà les outils de l'entreprise. L'outil, elle a déjà fait des choix informatiques. Bon, il y a des blocages, etc. Et de poser très clairement la situation de l'entreprise avec une forme de petit audit et du coup de se dire voilà, est-ce que du coup la stratégie là, telle qu'on l'aperçoit, elle serait bonne? Et du coup, on sort souvent de cette réunion-là avec des réponses qui ont été co-construites et on se dit, mais ouais, tiens, c'est vrai. Et ben déjà, on pourrait déjà faire cette première étape, ce que disait Stéphane. Mais j'aime bien ce côté collectif, collaboratif. Il faut un peu s'immerger. Nous, on a un regard extérieur. Le regard extérieur, des fois, on n'est pas les sachants. Mais des fois, l'entreprise et nous-mêmes, les entrepreneurs, on est pris dans notre modèle, on avance. Et puis on voit plus, il y a des choses qu'on ne voit plus. Puis rien que le regard extérieur, un petit effet miroir, on se dit mais ouais, mais si, on a de la valeur là-dessus, on parle pas de ce produit-là. Et puis oui, c'est vrai que notre positionnement, il pourrait être différent. Et puis des fois, je vais dans des entreprises, on dit ouais, mais ça va être compliqué d'écrire. Et puis ils disent bah oui, mais tiens, il y en a deux, pourtant ils ont plein d'idées. En prenant leurs idées, on peut en faire un article, etc. Donc on trouve collectivement assez facilement, en tous les cas, à réorienter une stratégie digitale aujourd'hui. Ouais. Gabriel? J'aime bien toujours les citations. Je voudrais vous citer celle de Léon Blum, voyez, qui disait dans la vie où on se répète, où on change de parti. Donc moi, je vais me répéter. Alors je crois que le premier conseil, et je reprends ce que dit Michel, faites un workshop avec des gens de l'entreprise et des gens extérieurs sur la stratégie de positionnement. Tout simplement pour passer de l'indifférence à la différence. Alors pour moi, il y a 3 étapes. Il y a donc cette stratégie de positionnement qui est le préalable, la stratégie ensuite média avec la stratégie digitale comme un élément clé, et ensuite il y a au niveau de la forme de vous trouver une personnalité par le ton, le style et le caractère. Eh bien merci, on devait terminer à 15h, il est 14h59, je suis désolé, mais merci de votre attention, passez une belle après-midi. Merci beaucoup.